Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la DSN, sécuriser sa DSN, quels enjeux et quelles actualités sur l'année 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Amandine Lecomte, je suis consultante en paye et droit social depuis plus de 15 ans chez G-Réseau. J'ai un goût très prononcé pour tout ce qui est résolution des problématiques terrain et donc j'accompagne au quotidien, en plus de la formation, tout ce qui va être DRH, DAF, dans la résolution de leurs problématiques qui touchent à la paye ou au droit social. Pour ceux qui ne connaîtraient pas G-Réseau, on est finalement organisé en 3 pôles d'activité. Notre pôle d'activité principal, la formation inter, intra, spécialisée dans le domaine des RH. Le conseil dans nos domaines d'activité, à nouveau, donc les RH au sens large. Et puis, nous sommes aussi éditeurs d'ouvrages bien entendu, professionnels. Comment ça va s'organiser cette petite heure ensemble? Donc déjà, je vous rappelle le programme. Le programme, on va revoir un petit peu le contenu de la DSN, comment marche la DSN, les nouveautés de cette année en DSN. On fera un vrai focus sur les modifications introduites par le décret du 29 décembre 2023. Décret important, vous allez voir dans vos pratiques au quotidien. Et puis, on fera un petit point, on finira sur les risques de non-conformité au niveau de la DSN. Donc, sur cette heure, sur chaque thématique, à la fin de la thématique, je répondrai à vos questions, sachant que ne vous inquiétez pas, je répondrai également à vos questions à la fin, puisqu'on a un petit temps qui est prévu d'échange si jamais vous avez des questions. Donc, à la fin de chaque thématique, je réponds à vos questions. Et puis, si vous en avez d'autres en toute fin, on prendra le temps d'y répondre également. Je vous propose du coup qu'on commence tout de suite notre webinaire avec, je vous rappelle les objectifs, intégrer les nouveautés 2024 en matière de DSN et sécuriser vos relations avec les salariés ou avec les organismes sociaux. Parce que vous allez voir, le décret du 29 décembre est vraiment focalisé sur la sécurisation avec les organismes et les salariés. Le contenu de la DSN. On va commencer, si vous voulez bien, par s'amuser un petit peu. Un petit quiz rapide. Je vous laisse me mettre dans le chat vos réponses au quiz, sachant que n'hésitez pas aussi à me mettre dans le chat vos fonctions au sein de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes plutôt dans la paye, plutôt au niveau des DAF, plutôt au niveau des RH? N'hésitez pas à me mettre ce genre de choses. La première question, pour s'amuser un peu, à quoi correspond le code S10 G000001? Réponse A, au numéro de téléphone du ministère du Travail. Réponse B, au code secret de l'arme nucléaire. Réponse C, au nom du logiciel utilisé pour créer la DSN. Alors, à votre avis, on est plutôt en réponse A? J'aime beaucoup votre réponse, Laurence. Alors, vous m'avez mis, oui, évidemment, au nom du logiciel utilisé pour créer la DSN. Et le code S20 G0005005, au nom d'un plat dans un restaurant chinois, au nom d'un plat dans un restaurant islandais, ou à la date du mois principal déclaré en DSN. À nouveau, je vois dans le chat les bonnes réponses. À la date du mois principal déclaré en DSN. Et du coup, si vous avez répondu la réponse C à la question précédente, à quoi ça peut servir de connaître le mois déclaré en DSN? À embêter le gestionnaire de paye? Réponse A. À faire un quiz plutôt naze pour un webinaire? Réponse B. Ou réponse C, aborder les mois de référence des déclarations, notamment en présence de blocs de régularisation. J'avoue, celle-ci, elle est un peu plus compliquée. Toutes les réponses pourraient convenir. Mais la réponse principale étant naturellement la réponse C, aborder les mois de référence des déclarations, notamment en présence de blocs de régularisation. Et donc, pour finir en DSN, quand on parle de maille agrégée et de maille nominative, ça vous évoque quoi? Un bon mal de tête? Réponse A. Un catalogue fil d'art, vive le tricot? Réponse B. Ou un langage propre à la DSN?
Eh bien oui, à nouveau, c'est le langage propre de la DSN. Bravo à tous. Pourquoi ce petit quiz? Pourquoi ce petit quiz? Parce que, on ne va pas se mentir. Hop là. Tiens, je vois. Est-ce que vous avez toujours oui. Voilà. On ne va pas se mentir. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. L'ADSN à la base, c'est un fichier qui est quand même pas très sexy. C'est un fichier qui n'est pas très sexy. Je vous ai mis une copie écran d'un fichier, je dirais d'un fichier brut de DSN. C'est vrai que présenté comme ça, ça ne vend pas du rêve. Ça ne vend pas du rêve, mais quand même, alors, tiens, c'est ma. Pourquoi je n'arrive pas à projeter? C'est vrai. Malgré tout, que nous dit la DSN? Le langage de la DSN, et là c'est important pour tout ce qu'on va dire, le langage de la DSN, je vous rappelle, les S quelque chose, donc là on voit S21 en l'occurrence, sont appelés des structures. Le nombre après G00, en l'occurrence dans notre exemple le 23, c'est appelé un bloc. Et c'est vrai que très très souvent en DSN, on parle de blocs, et notamment de blocs de régularisation. Et donc, c'est important, au fur et à mesure de ce qu'on va dire, de bien avoir en tête ce fameux langage de la DSN, et notamment les structures et les blocs. Hop là. À chaque fois que je veux passer, ça a du mal à changer de diapo. Mais là, ça marche, c'est super. La DSN, en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est bien de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que la DSN, ça contient absolument toutes les informations de l'entreprise, bien entendu, quand on sait la lire et l'exploiter. La DSN, moi j'aime bien dire que c'est une rapporteuse, parce que la DSN, elle va tout dire. Elle va tout dire, pour peu, bien entendu, qu'on sache la lire. Je vais vous donner un exemple. La nouvelle obligation de déclaration à Pôle emploi d'un refus de CDI aux mêmes conditions par un salarié qui était en CDD. Et c'est vrai que ça, typiquement, c'est une nouvelle obligation qu'on vient de mettre à la charge des entreprises à partir du 1er janvier 2024. Oui, mais en réalité, quand on va un peu plus loin, alors là, c'est pareil, le diaporama, il a un peu du mal. Ça, c'est très gênant. Hop là. Oui, je veux mettre ça. Je veux celle d'après. Page suivante. Pourquoi? Ah, ça, c'est très, très désagréable. Excusez-moi 2 minutes. Hop là. Alors, je vais voir si j'arrive à changer les diapos. Alors, masquer. Hop là. Ah, je vais voir si j'arrive à relancer. Alors, retour. Tac, on va relancer. Est-ce que le diaporama est toujours affiché? Alors, hop. Est-ce que... Voilà, parfait. Voilà, ça y est. Petit bug, ça remarche enfin. Donc, comme je vous disais juste avant, la nouvelle obligation de CDI de présenter, d'informer France Travail. Alors, excusez-moi, j'ai mis Pôle emploi, mais c'est bien France Travail depuis le 1er janvier. Quand j'ai un CDD à qui je propose un CDI aux mêmes conditions et qui le refuse. Cette déclaration, nous dit-on dans les textes, se fait sur un portail spécifique. Je vous ai mis dans le webinaire le lien du portail spécifique. Mais finalement, la question que je vous pose, c'est est-ce que même si je ne fais pas cette démarche sur le portail spécifique, est-ce que France Travail peut s'apercevoir que l'employeur a proposé un CDI, que le salarié a refusé, finalement sans passer par la plateforme? Est-ce que France Travail aurait accès à l'information alors même que je ne lui ai pas donné l'information sur la plateforme? À votre avis, est-ce que France Travail, Pôle emploi, a besoin impérativement de cette plateforme pour avoir l'information de « j'ai proposé un CDI qu'il a refusé » ou est-ce qu'il aurait en réalité même pas besoin
de cette information? Eh bien, en réalité, il n'aurait pas forcément besoin de cette information. Pourquoi? Parce que oui, France Travail peut avoir l'information grâce à l'ADSN. Comment il peut avoir accès grâce à l'ADSN? Tout simplement par la lecture de différents blocs. Le premier, le bloc 40, qui est le bloc contrat, où je dis « mon salarié est en CDD ». Dans le bloc 62, rupture, le motif de la rupture, c'est fin de CDD. Au passage, je trouve sincèrement d'un point de vue pratique, plutôt que de remplir un questionnaire sur une plateforme qui prend 10 minutes, de créer un code DSN en disant rupture du CDD, refus d'un CDI et d'envoyer ça à France Travail, nous aura tous fait gagner du temps. Ce n'est pas la solution qui a été retenue. Donc, dans le bloc 62, je mets bien fin de CDD. Mais en bloc 52, qui est le bloc des indemnités, eh bien, je vais avoir quoi? Indemnité légale de fin de CDD. Or, qu'est-ce qui se passe en réalité si je propose un CDI à mon salarié? Si je propose mon salarié au CDI, puisque j'ai un CDD en bloc 40, naturellement, j'attends l'inversement d'une indemnité de précarité. Et donc, si dans mon bloc 52, j'ai pas de prime de précarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans un cas de figure qui ne permet pas l'octroi de cette prime. Et donc, je suis forcément dans l'un des cas de figure du Code du travail qui ne donne pas lieu à la prime de précarité. Dans l'exemple, refus d'embauche en CDI, aux mêmes conditions, c'est un cas de figure du Code du travail. Donc, si je ne verse pas la prime de précarité, c'est peut-être que je suis dans ce cas-là. Et vous me direz à juste titre, oui, mais il y a d'autres cas de figure qui ne sont pas éligibles à l'indemnité de précarité. Par exemple, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage. Et vous aurez raison de me le dire. Mais ces contrats-là, à nouveau, dans les autres blocs, ils sont identifiés comme étant du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. Donc, en réalité, quand j'ai un CDD de droit commun en bloc 40, une fin de CDD en bloc 62 et pas de prime de précarité en bloc 52, quand je n'ai pas d'autres identifiants type contrat de professionnalisation, type contrat d'apprentissage, eh bien, pourquoi je n'ai pas finalement de prime de précarité? Parce qu'il a refusé un CDI. Et donc, naturellement, déjà dans la lecture de ma DSN, j'ai la réponse. Bon, on est bien d'accord, peut-être que Pôle emploi n'a pas envie d'exploiter la DSN à ce niveau-là. Mais la réponse, je l'ai. Je n'ai pas besoin d'aller sur une plateforme. La DSN, vraiment, elle donne accès à tout. Et c'est pour ça que la DSN, c'est un véritable outil de pilotage, en réalité. Un véritable outil de pilotage pour les RH. Pour les RH, pourquoi? Parce que grâce à la DSN, les RH peuvent établir leurs différents index, l'index égalité, compléter la BDESE, réaliser les reportings sociaux, les différents KPI. Tout ça, je peux le faire à partir de la DSN. Mais pour les DAF aussi, pour piloter, projeter la masse salariale, mesurer le coût réel de l'absentéisme, tous ces éléments-là, je les ai dans ma DSN. Et aussi pour mes équipes paye, pour contrôler la paye plus facilement. Parce que quand je maîtrise la DSN, finalement, je peux faire des contrôles de paye extrêmement rapides et extrêmement efficaces. Donc, la DSN, en réalité, c'est un seul fichier qui est utile à tout le monde. Mais, parce que forcément, il y a un mais, le constat, c'est qu'une paye juste n'amène pas forcément une DSN juste. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gestionnaires n'ont pas forcément en tête. Surtout, je dirais, quand on n'est pas gestionnaire de paye, mais qu'on est plus dans la partie RH ou dans la partie DAF. La paye juste ne veut pas dire la DSN juste. Ce n'est pas parce que ma paye est juste que ma DSN l'est. Et là où c'est important, c'est bien que, en réalité, c'est la DSN qui sert de référence aux organismes pour le calcul des droits. Donc, les risques sont majeurs quand la DSN n'est pas sécurisée. D'où l'importance de connaître son contenu et son fonctionnement. Et un exemple tout simple, la maille agrégée et la maille nominative. Quand vous regardez des cotisations qui passent à maille agrégée, donc le bloc 23 pour l'URSSAF, quand vous prenez des cotisations qui passent à maille agrégée, eh bien, quand vous regardez et quand vous reportez les mêmes cotisations à maille nominative, dit autrement, le montant passé par salarié, vous vous rendez compte que parfois, si votre montant à maille agrégée
est conforme à ce que vous avez dans votre journal de paye, il n'y a aucun problème. Dit autrement, vous payez bien les bonnes cotisations aux bons organismes, c'est déjà pas si mal. Eh bien, à maille nominative, les mêmes cotisations ne sont pas réimportées sur les salariés. Donc, oui, vous payez le montant, mais il n'est pas affecté aux personnes. Ça peut avoir quelques problèmes. En réalité, quand j'ai ma paye juste, finalement, je vais regarder la totalité de mes charges dans mon tableau de charges pour vérifier que ça colle bien avec mes payes et même avec mes paiements. Et ma maille agrégée, ok, je suis bien. Mais en regardant ma maille nominative, bloc 81 de la DSN, le total de mes cotisations par individu ne correspond pas. Et c'est ce que je vous disais. Et donc, si jamais, et c'est quelque chose qui peut être important de vérifier, si jamais finalement ma maille nominative n'est pas bonne, si ma maille nominative n'est pas bonne, ça veut dire quoi potentiellement? Ça veut dire potentiellement des droits qui ne sont pas affectés aux salariés, notamment en Agirc Arrco. Donc, c'est potentiellement des écarts de droits à retraite. Et des écarts de droits à retraite, c'est bien entendu gênant à titre individuel, mais c'est même gênant à titre collectif parce que ça fait peser un risque sur l'entreprise. À un moment, quand le salarié il se rend compte que ses droits à retraite ont été mal calculés, il risque d'être un petit peu fâché et donc de vous le reprocher. D'où l'importance, effectivement, de bien mettre les éléments et de bien s'assurer que notre DSN, elle est bonne. Donc, contrôler ma DSN est finalement aussi importante que de contrôler sa paye. Et là, c'est important quand je parle de contrôler, pour répondre à une question effectivement d'Isabelle. On peut avoir des DSN non bloqués et des payes et des cotisations fausses. En effet, contrôler sa DSN, ça ne veut pas dire s'assurer que je n'ai pas d'anomalie bloquante. Bien sûr que je peux ne pas avoir d'anomalie bloquante, mais ce n'est pas parce que j'ai des anomalies non bloquantes que ma DSN, elle est bonne. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, issu d'un audit que je viens de finaliser pas plus tard que la semaine dernière. J'avais dans mon entreprise, dans mon audit, des cadres dirigeants. Ils étaient cadres dirigeants, je regarde leur bulletin de paye, ils sont cadres dirigeants, aucun problème. Je regarde leur code DSN cadre dirigeant. Sauf qu'au moment où je me déporte sur la partie durée du travail de ma DSN, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que mes cadres dirigeants, ils codent en forfait jour. Ce n'est pas des forfaits jours. Je veux dire, ce n'est pas des forfaits jours. Et donc, ma paye, elle est fondamentalement bonne, mais ma DSN, elle n'est pas bonne. Et pourtant, elle n'est pas du tout bloquante. Je veux dire, la DSN, elle est passée sans aucun problème. Et donc, contrôler sa DSN, ce n'est pas juste contrôler que je n'ai pas d'anomalie bloquante, c'est contrôler que tout est bien affecté. Et donc, comment je contrôle ma DSN? Soit avec des outils qui vous permettent de retranscrire vos fichiers DSN en fichiers exploitables, sous Excel par exemple. Et vous avez des éditeurs de logiciels qui vous proposent d'avoir des fichiers DSN exploitables, à moins que vous soyez très très doué pour retranscrire sur le fichier TXT. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple d'exploiter la DSN sous Excel parce que vous pouvez faire des recoupements de blocs et c'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment moi ce que je vous conseille, d'avoir des outils qui vous permettent de retranscrire, d'avoir des logiciels de paye qui vous permettent d'exploiter vos DSN, pas pour vous contenter de faire des contrôles de forme, ok, c'est pas bloquant, mais bien sur des contrôles de fond. Et vous allez voir à quel point c'est important de faire du contrôle de fond. Alors, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Alors, je regarde par rapport à ce que vous m'avez dit. Alors, Isabelle, effectivement, comme vous disiez que certaines sociétés font du social et versent même en cas de refus de CDI, en effet, ça arrive. Mais là, pour le coup, je vais être très, très, très pragmatique. Dans ce cas de figure-là, est-ce que Pôle emploi peut identifier que je vais proposer un CDI? Non. Et si je fais du social, est-ce que je vais avoir envie d'informer Pôle emploi? C'est pas certain. Stéphane, les étudiants, vous avez raison Stéphane, c'est peut-être l'exception qui est un peu plus dure à relayer au niveau des étudiants parce que les étudiants ne sont pas éligibles à la prime de précarité et ne sont pas identifiés comme tels au niveau de Pôle emploi, en tout cas au niveau de la DSN, ne sont pas identifiés en tant qu'étudiants, ce n'est pas un code spécifique de la DSN. Toutefois, au niveau de leur contrat, par rapport aux dates de début et de fin de contrat,
il y a moyen à un moment qu'on se rende compte que ça colle peut-être avec des étudiants. Mais je suis d'accord avec vous, ça fait partie des cas de figure qui sont un peu moins durs pour Pôle emploi d'identifier directement en DSN. Avez-vous des exemples de logiciels? Alors, pour répondre à votre question, Gilles, de logiciels de paye qui font des extractions sous Excel ou de logiciels qui font de l'utilisation et de l'exploitation de DSN? Parce que ce n'est pas la même chose. En fait, vous avez deux types de logiciels. Si vous prenez par exemple SAP, SAP va vous permettre de faire de l'exploitation. En fait, il vous sort un fichier Excel. Ça fait partie du logiciel, de vous sortir un fichier Excel d'exploitation. Et sinon, vous avez des outils d'exploitation pure de la DSN, où là, vous injectez votre fichier TXT ou TXT ou .dsn ou .xls. Et là, sur ce fichier-là, en fait, vous pouvez le retraiter. Vous avez, moi, je travaille avec deux en particulier qui sont ZenDSN et qui sont VisualDS, qui vous permettent vraiment de réexploiter vos DSN. Et c'est vraiment des fichiers, ça vous permet vraiment de faire un gros travail de fond sur votre DSN. Sur les nouveautés 2024, maintenant. Sur les nouveautés 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la DSN? Alors, au niveau de la DSN, vous en avez peut-être entendu parler, on a un nouveau bloc, le bloc 58. Si certains d'entre vous ont déjà décomposé le cahier technique, ont déjà regardé le cahier technique de la DSN, vous avez dû vous apercevoir de quelque chose d'assez rigolo, c'est que les chiffres ne se suivent pas forcément. Eh bien, c'est un peu comme dans les ouvrages juridiques où on met ce qu'on appelle des chapitres en réserve. La DSN met des blocs en réserve. Et notamment, le 58 est un nouveau bloc de cette année. Et qu'est-ce que je vais retrouver dans ce bloc 58? Pas que ça, mais je vais retrouver notamment une nouvelle organisation des heures supplémentaires. Peut-être certains d'entre vous ont eu la mésaventure de voir sur les dernières années des écarts entre ce qui était déclaré, ce qui était remonté au niveau des impôts, avoir eu des cafouillages au niveau des heures supplémentaires, exonérées, non exonérées. Pour résoudre ce problème de cafouillage, finalement, le bloc 58 essaye d'y répondre en partie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, dans le bloc 51 consacré à la rémunération, je vais mettre mes heures supplémentaires aléatoires ou mes heures supplémentaires structurelles. Attention toutefois, et ça on nous le rappelle, et c'est vraiment une consigne déclarative qui est importante, je ne mets jamais mes heures supplémentaires sur tout ce qui est salaire de base. Et ça, c'est un premier point que vous devez vérifier. Quand vous vérifiez vos DSN et notamment le salaire, les heures supplémentaires ne doivent jamais coder en 0,10. 0,10 dans le bloc 51 011, c'est le code du salaire de base. C'est pas du salaire de base, même quand j'ai des heures supplémentaires structurelles. Mes heures supplémentaires structurelles sont bien identifiées à part dans ma DSN. Si en plus elles sont exonérées d'impôts, avant, dans ce bloc 51, j'avais un code exonéré d'impôts. Et bien maintenant, quand elles sont exonérées d'impôts, elles viennent dans le bloc 58. Dans le bloc 58, je dis, j'ai des heures supplémentaires qui sont exonérées. Si elles ne sont pas exonérées d'impôts, notamment parce que vous avez franchi le seuil d'exonération, alors elles ne vont plus dans le bloc 58, elles retournent dans le bloc 50, rémunération nette, net fiscal, net, etc. Et donc, c'est important, si vous avez des heures supplémentaires, et notamment un volume important d'heures supplémentaires, cette année, c'est important de vous assurer que vos heures supplémentaires alimentent les bons blocs. Bien sûr, alimentent le bloc 51 sur vos heures supplémentaires structurelles ou non structurelles, mais pour toutes celles qui sont exonérées, qu'elles alimentent le bloc 58, et pour celles qui ne sont pas exonérées, qu'elles alimentent aussi le bloc 50. Et ça permettra, en tout cas c'est ce qu'on espère, que derrière, vous ayez bien une ventilation qui soit faite et qui soit remontée au niveau des impôts sur ce qui est exonéré, pas exonéré. Donc ça, c'est la première nouveauté de cette année. La deuxième nouveauté, devrais-je dire plutôt précision, c'est tout ce qui est indemnité journalière en matière de temps partiel thérapeutique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit elles prennent le régime fiscal de l'arrêt initial en matière de prélèvement à la source.
Et donc là, qu'est-ce qui va nous concerner? Ce qui va nous concerner, c'est le bloc 50, 013. On nous dit si l'origine du temps partiel thérapeutique est une maladie non professionnelle, alors les IJSS ne sont pas soumises au prélèvement à la source. Si l'origine c'est de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, alors elles sont soumises au prélèvement à la source à hauteur de 50% de leur montant. Et donc là c'est pareil, vérifiez bien. Si jamais vous avez des indemnités journalières qui sont passées en paye, vérifiez bien que votre bulletin est bon et bien retranscrit en DSN au niveau du prélèvement à la source. Parce que c'est bien ce montant-là qui va être intégré au niveau des impôts. Et donc, c'est vraiment hyper important de s'assurer que si vous avez du temps partiel thérapeutique, que l'origine, je dirais, de l'arrêt déclenche bien le bon type de prélèvement à la source, soit pas de prélèvement à la source, soit effectivement au total. C'est une bonne question, Isabelle, que vous posez. Qui fait du maintien de salaire en temps partiel thérapeutique? Il y a certaines entreprises qui en font. Peut-être qu'autour de cette étape virtuelle, certaines entreprises pratiquent le maintien de salaire temps partiel thérapeutique. Bon, en l'occurrence, là, je vous parle du bloc 50. Le bloc 66, temps partiel thérapeutique, nous dit-on, c'est pas encore pour 2024. Autre nouveauté, j'ai envie de dire, enfin, le congé de deuil est intégré en DSN avec un vrai motif deuil de l'enfant. Je veux dire, c'est quand même je dirais, un arrêt qui est un petit peu dur, puisque le congé de deuil, c'est quand j'ai perdu mon enfant, de devoir le coder en arrêt maternité, par exemple, c'était quand même pas du plus bel effet. Donc, avoir enfin le congé de deuil qui est codé à part entière, c'est quand même pas une mauvaise chose. Dans les nouveautés 2024, vous en avez peut-être entendu parler. On va parler de Topaz. Oui, Topaz, c'est bientôt fini. Topaz, je vous rappelle, c'est quand vous avez un salarié qui arrive, vous ne voulez pas lui appliquer le taux neutre. Comme vous ne vouliez pas lui appliquer le taux neutre, vous alliez sur Topaz pour demander son taux de prélèvement à la source. Topaz va s'arrêter à la fin de l'année. Et pourquoi Topaz va s'arrêter à la fin de l'année? Parce qu'il existe déjà quelque chose en DSN. Ça fait des années que ça existe, mais ça n'a pas été développé par tous les éditeurs. Et ce qui existe depuis des années, c'est le signalement d'amorçage des données variables, le SADV. Et le SADV, en fait, c'est quelque chose que vous faites dès l'entrée du salarié. Vous le rentrez dans votre logiciel, vous lancez une DSN à blanc, ce qu'on appelle une DSN SADV, et ça vous permet de faire les remontées d'informations de votre nouveau salarié. Et donc, finalement, ça fait double emploi avec Topaz. Ça ne fait pas que ça, l'amorçage des données variables, mais ça fait double emploi. Donc, comme on veut que les entreprises utilisent le signalement d'amorçage des données variables, l'une des solutions les plus simples, c'est de faire en sorte d'arrêter Topaz, que vous n'ayez plus le choix d'utiliser ces éléments-là. Et finalement, ce petit amorçage des données variables, petit quiz. Topaz et donc ce signal amorçage des données variables, c'est quelle rubrique en DSN? Est-ce que c'est la rubrique envoi S10, déclaration S20 G0005, entreprise S21 G0006, à votre avis? Où est-ce qu'on va le trouver, cet amorçage des données variables en DSN? Alors, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Alors, j'ai 67% de répondants qui me disent la S20 G0005. Et donc, c'est quoi? C'est en effet la S20 G0005. C'est dans celle-ci où vous allez, c'est une DSN réelle, c'est ce genre de choses. Et c'est donc une DSN quoi?
une DSN amorçage des données variables. Et donc ça, c'est la première chose, je dirais, de demander auprès de votre éditeur. Si vous ne connaissez pas ce système-là, n'hésitez pas à demander à votre éditeur, finalement, est-ce que vous faites bien l'amorçage des données variables? Oui, non. Si la réponse est oui, comment? Quelle pratique? Parce que c'est quelque chose qui peut vous être utile. Et donc, c'est effectivement, je vous ai mis, vous voyez, c'est quoi, où est-ce que je le retrouve? Ça, c'est une copie du cahier technique. Et vous voyez, dans mon cahier technique, si j'ai un code 01, c'est que j'étais en DSN mensuel. Et si je suis en 04, c'est un arrêt de travail. Et donc, le fameux code 08, quand j'envoie, c'est un nouveau, vous voyez, en termes de réflexion, c'est exactement le même mécanisme que de la DSN événementielle. Sauf que là, mon événement, c'est signalement amorçage des données variables. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique? Je regarde avant que nous passions à la thématique suivante. Donc, avez-vous des exemples de logiciels? Je vous ai répondu. Le bloc 58, effectivement, Isabelle, entre autres choses, on y retrouve le net social. On n'y retrouve pas que le net social, mais oui, vous avez raison, on y retrouve aussi le net social. Comment sont calculés les exodeurs supplémentaires si le salarié a plusieurs employeurs? Ça, c'est une question qui est très intéressante, puisque soit je n'ai pas l'information que le salarié, finalement, a plusieurs employeurs et malheureusement, je ne fais que ce que j'ai, soit potentiellement j'ai l'information et on pourrait partir du postulat que les exos sont à l'image du plafond au prorata de chaque employeur. J'ai envie de vous dire, dans un cas de figure comme celui-ci, de façon très terre-à-terre, pratiquez les exos de votre côté, quitte à ce qu'il y ait une régularisation qui soit faite au niveau des impôts. Les impôts feront masse, un peu comme quand nous, on ne peut pas le traiter directement, c'est les impôts qui retraitent. Et vous risquez d'avoir exonéré à tort, le salarié prendra un rattrapage au niveau de ses impôts. Vous risquez peut-être d'avoir, pas soumis à tort, mais exonéré à tort. Et si vous avez exonéré à tort, c'est un peu comme les aides à domicile, toutes ces choses-là. Il y a des rattrapages qui sont faits au global quand on voit les montants de tous les employeurs. Donc, à votre niveau, à vous, Françoise, quand vous êtes en multi-employeur, j'ai envie de vous dire, sur ce cas de figure-là, malheureusement, vous n'avez pas de miracle à faire, ça se traitera au niveau des impôts. Un peu comme une nouvelle situation de famille et ce genre de choses. On en a fini avec les nouveautés. On va attaquer avec le décret du 29 novembre 2023. Pourquoi on va attaquer avec le décret du 29 novembre 2023? Parce que ce décret comporte quelques modifications assez importantes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dorénavant, les déclarants vont être informés des résultats des contrôles effectués par les organismes destinataires qui devront vous transmettre les résultats. En cas d'anomalie, c'était la loi de finances pour 2021, loi de finances de la sécurité sociale, mais finalement, faute d'un décret, ce point n'avait jamais vu le jour. Ça y est, c'est chose faite avec le décret du 29 novembre. On nous dit, dorénavant, les organismes vont vous remonter les anomalies. Bon, la plupart des organismes le faisaient déjà, ça ne change pas grand-chose. Mais là où c'est important, on vous dit, en cas d'anomalie, le déclarant doit soit corriger sa DSN, soit contester une anomalie injustifiée. Et c'est là que c'est beaucoup plus important. C'est là où finalement, on a un véritable changement par rapport à ce qui existait. Pourquoi ? Parce que désormais, les organismes, donc en l'occurrence URSSAF ou MSA, les organismes vont pouvoir émettre ce qu'on appelle des DSN de substitution. Ça veut dire quoi, des DSN de substitution? Ça veut dire l'organisme vous dit « ça c'est faux ». Bon, ok, ça c'est faux. Et là, vous vous dites « oh là là, je me plongerai sur le sujet plus tard ». Oui, mais je me plongerai sur le sujet plus tard. Nous dit-on, en cas d'inaction du déclarant, l'organisme de recouvrement pourra effectuer les corrections lui-même, tout en tenant compte des éventuelles anomalies remontées par d'autres organismes, notamment par la GIRC-ARCO. Et là, j'ai envie de vous dire, si je pousse le raisonnement un petit peu plus loin que ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Vous allez sur DSN Fiable.
le point Agirc-Arrco. Et là, vous regardez que franchement, les calculs qui sont faits par l'Agirc-Arrco, ça fait 20 fois que vous leur expliquez à l'Agirc-Arrco que non, le temps partiel thérapeutique, c'est pas comme ça que ça se calcule, que non, les bases qui sont calculées ne sont pas les bonnes bases, mais il n'y a rien à faire, c'est toujours faux sur DSN fiable. Sauf qu'à un moment, vous vous lassez parce que c'est toujours faux. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que finalement, les organismes destinataires vont pouvoir, notamment l'Agirc-Arrco, dire à l'URSSAF, non, en fait, là, c'est faux. Et donc, comme c'est faux, DSN de substitution qui reviendra à faire les corrections, d'éventuelles anomalies, de ce qu'ils auront identifié comme des anomalies. Sauf qu'on le sait très bien quand on pratique la DSN. Il y a des anomalies qui sont des vraies anomalies, il n'y a aucun souci, mais il y a des anomalies qui n'en sont pas. Et donc, comme il y a des anomalies qui n'en sont pas, de fait, ça peut être une vraie difficulté. Parce que si vous n'agissez pas, on risque de vous substituer. Et donc, hyper important, les organismes de recouvrement sont tenus de mettre à votre disposition ce qu'on appelle des comptes rendus métiers. Les comptes rendus métiers, ça c'est quelque chose qui est hyper important à regarder quand vous avez déposé votre DSN. Pourquoi c'est hyper important, les comptes rendus métiers? Parce qu'à nouveau, vous avez peut-être envoyé votre DSN, peut-être que votre DSN était exempte d'anomalies bloquantes. Super! Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle est exempte d'anomalies bloquantes qu'elle est bonne, votre DSN. Et donc, les comptes rendus métiers, ça permet de voir quoi? Ça permet de voir les données qui sont présentées en anomalie et la nature de l'anomalie pour voir s'il y a lieu ou pas de corriger. Et donc, dans ces nouveaux comptes rendus métiers, on vous mettra la correction proposée pour chacune des anomalies et le montant des cotisations et contributions qui seront dus après la prise en compte de la correction. Et donc, tous ces éléments-là apparaîtront dans les nouveaux comptes rendus métiers. Et donc, il sera enrichi aussi du décompte des effectifs et du taux de prélèvement à la source et des anomalies constatées dans tout ce qui est DSN antérieur et que vous n'auriez pas corrigé. Donc, on va vous dire, ça, c'est toujours pas bon, ça, c'est toujours pas bon, ça, c'est toujours pas bon. Sachant qu'au plus tard, au 1er janvier 2028, on rajoutera aussi quoi? Les cotisations à TMP et le versement mobilité. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est bien connu, on est en France, mais le décret laisse jusqu'au 31 décembre 2027 le soin à tous les organismes destinataires de transmettre les comptes rendus métiers par tout moyen. Et donc, finalement, aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que oui, vous allez devoir vérifier si ce que vous avez envoyé au niveau de l'URSSAF a bien été traité. Oui, ce que vous avez envoyé au niveau de l'Agirc-Arrco a bien été traité. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2027, de vous envoyer les choses sous le même format. Donc, j'ai envie de dire, chacun sa sauce et chaque organisme fera comme il a envie. Bon, bonne nouvelle, à partir du 1er janvier 2028, tout ça, ce sera harmonisé. Mais ce n'est pas forcément encore le cas. Et donc, comme ce n'est pas encore le cas, on va être sur une période de transition où il va falloir faire un peu détective pour voir nos anomalies. Donc, comme je vous ai dit, une fois que j'ai mon compte rendu métier, l'employeur est informé sur les corrections à effectuer. Lorsque vous réceptionnez ce compte rendu, soit vous êtes d'accord avec ce que nous dit, ce que vous dit l'organisme, ok, mea culpa, c'est une erreur, et j'insiste, attention, je vous rappelle, et ça c'est hyper important, que l'organisme réceptionne la DSN. Donc, ce qui est important de regarder, c'est pas ce que vous avez dans votre bulletin de paye. Peut-être que votre bulletin de paye, il est bon, mais si ça n'a pas codé en DSN, l'organisme n'a pas eu l'information. Donc, ce qui est important, c'est bien d'aller regarder ce qui existe dans votre DSN sur ce sujet-là. Donc, vous réceptionnez le compte-rendu, vous avez un écart. Soit vous êtes d'accord avec cet écart, et donc il vous appartient, nous dit-on dans le décret, de corriger les données présentant l'anomalie lors de l'échéance déclarative la plus proche, sans toutefois descendre à moins de 30 jours à compter de la notification du compte-rendu. Vous avez donc 30 jours pour corriger. Soit de vous opposer de façon motivée à ces corrections dans le même délai pour éviter la correction forcée par l'organisme de recouvrement. Et là, c'est hyper important d'analyser vos anomalies parce que, comme vous le dites, Elisabeth, en effet, vous avez des cas de figure
où c'est une vraie anomalie, il n'y a pas de débat. Mais il y a des cas de figure où ce n'est pas du tout une anomalie, c'est un bug de l'organisme. C'est un bug de l'organisme dans la gestion ou dans l'interprétation. Mais en tout cas, ce n'est pas une anomalie. Et donc, c'est hyper important dans le délai, soit de corriger, soit de vous opposer de façon motivée aux corrections. À l'image, finalement, vous voyez, dans l'esprit, à l'image de ce que vous feriez en cas de contrôle URSSAF. Vous avez le contrôleur URSSAF qui est venu, il vous envoie sa lettre d'observation. Si vous n'êtes pas d'accord avec la lettre d'observation, vous faites une réponse motivée. Non, je ne suis pas d'accord avec ce calcul-là parce que. Et là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec les anomalies qu'on vous remonte, vous devez répondre « je ne suis pas d'accord parce que ». Et vous devez absolument répondre de façon motivée. Et pourquoi vous devez absolument répondre si vous n'êtes pas d'accord? Vous voyez, vous ne pouvez pas vous contenter de faire « ils se sont encore trompés, ça m'énerve ». Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, DSN de substitution. Donc, on est vraiment dans qui ne dit mot consent. Donc, si vous n'êtes pas d'accord et que vous vous taisez, c'est comme si vous étiez d'accord. Petit quiz par rapport à ces éléments-là. Si l'organisme me notifie mes anomalies au 20 février, quand est-ce que je dois corriger ou contester? Pour l'échéance du 5 ou du 15 mars? Pour l'échéance du 5 ou du 15 avril? Avant la fin du mois de février? Finalement, par rapport à ce qu'on vient de voir, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit 80% pour l'échéance du 5 au 15 mars. Oui, mais, je vous rappelle ce qu'on a dit juste avant. Vous n'avez pas complètement tort. Finalement, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. J'ai 80% qui m'ont dit pour l'échéance du 5 ou du 15 mars et j'ai finalement 20% qui m'ont dit pour l'échéance du 5 ou du 15 avril. Que nous dit le décret? Le décret nous dit, et on reprend, soit corriger les données présentant une anomalie lors de l'échéance déclarative la plus proche, et vous avez raison, l'échéance déclarative la plus proche, c'est le 5 ou 15 mars. Mais nous dit-on aussi, sans descendre à moins de 30 jours à compter de la notification. Or, comme ma notification elle est au 20 février, si je rajoute 30 jours, je suis finalement arrivée, je suis rendue au 20 mars. Et donc, comme je suis rendue au 20 mars, mon échéance du 15 mars étant passée, on ne pourra pas me reprocher d'être sur mon échéance du 5 ou du 15 avril, qui devient l'échéance la plus proche, passer le délai des 30 jours. Donc, si vous arrivez à corriger pour l'échéance du 5 mars ou du 15 mars, aucun souci. Mais on ne pourra pas vous reprocher d'avoir corrigé dans cet exemple-là pour l'échéance du 5 ou du 15 avril. La réalité, c'est tout est question de quand est-ce que l'organisme vous a mis à disposition le compte-rendu. Parce que la date qui compte, ce n'est pas la date à laquelle vous l'avez ouvert, on est bien d'accord, c'est la date à laquelle l'organisme vous a mis à disposition le compte-rendu. Et si vous a mis à disposition le compte-rendu dans les délais, à vous de corriger dans les délais. En cas d'absence de correction, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si vous ne corrigez pas votre DSN dans les temps sans vous être opposé aux corrections proposées, alors, les organismes pourront corriger, opérer ce qu'on appelle une DSN de substitution qui sera adressée à l'ensemble des destinataires classiques. Donc, les organismes corrigeront et diront, voilà les nouvelles corrections, voilà les nouveaux éléments que nous avons pris en compte. Et, bien entendu, si jamais les éléments pris en compte venaient à amoindrir ou à augmenter l'assiette des cotisations, vous n'avez finalement pas assez cotisé, c'est ce qui ressort de la correction. Si vous n'avez pas assez cotisé, alors vous aurez la joie de vous prendre les majorations et les pénalités de retard. Et là, c'est pareil. Si certains d'entre vous suivent régulièrement l'actualité paye, vous avez constaté quoi? Vous avez constaté que la GIR Carco, cette année, a fortement augmenté ses pénalités de retard. Et vous voyez,
En effet, l'URSSAF, au 1er janvier 2024, n'a pas récupéré les cotisations à Agirc Arrco. Ça, c'est un fait. Pour autant, vous voyez bien dans ce décret, alors pourquoi j'ai écrit 29 novembre, c'est bien 29 décembre, hein, c'est une coquille de ma part, excusez-moi. Vous voyez bien dans ce décret, en réalité, que les organismes fonctionnent ensemble et ils vont vraiment fonctionner les uns avec les autres. Donc, si l'URSSAF, finalement, recalcule les bases et qu'on se dit qu'il n'y a pas eu assez de cotisations au global, il n'y a pas eu assez de cotisations qui déclenchent donc les pénalités URSSAF, mais potentiellement aussi les pénalités Agirc Arrco. Si la correction est susceptible, nous dit-on, d'avoir des incidences sur les droits des salariés, et on revient notamment aux droits à retraite, les salariés seront également informés dans des conditions déterminées par un arrêté à paraître. Là, ils ne savent pas encore comment ils vont faire. Mais potentiellement, lorsque cet arrêté sera paru, imaginez-vous quand même d'un point de vue gestion quotidienne dans l'entreprise. Je me suis, entre guillemets, trompée dans ma DSN. Pourtant, je n'avais pas l'impression de m'être trompée dans ma DSN parce que ma paye, elle était bonne. Donc, ma paye, elle était bonne, mais ma DSN a mal codé. Donc, comme ma DSN a mal codé, les droits n'ont pas forcément été bien calculés. Et en plus, j'ai quasiment pas le temps de réagir parce que potentiellement, le salarié va se prendre un courrier. On verra bien, bien entendu, les conditions. Mais le salarié va se prendre un courrier disant que, en plus, j'ai pas bien déclaré ses droits. J'ai envie de vous dire, bonjour le bazar. Bonjour le bazar dans notre quotidien. Si vous vous êtes opposé à l'inverse aux corrections en disant non, ce que vous me dites, je ne suis pas d'accord, alors à l'image à nouveau de ce qui se passe en contrôle URSSAF, vous allez avoir un échange qui va s'engager avec l'organisme de recouvrement. Vous allez dire, vous voyez ça, moi je vois ça. Et puis, à l'issue de cet échange, de cette phase contradictoire, alors on verra effectivement qui est d'accord. Est-ce que c'est vous qui avez raison? Est-ce que c'est eux qui ont raison? Et là, on revient vraiment sur la même logique que le contrôle URSSAF. Soit ils pensent que vous avez raison, et bien entendu, ils annulent leur recalcul. Soit ils persistent et ils signent, ils pensent qu'ils ont raison, et bien ils mettront en recouvrement. Ils mettront en recouvrement et à vous de contester comme un contrôle URSSAF en matière de mise en demeure. Donc, ce sera beaucoup plus lourd. Donc, c'est hyper important vraiment de vous en assurer au long cours. Allez, je finis quand même sur une note un peu positive sur ma DSN de substitution. Et pourquoi je finis sur une note un peu positive sur ma DSN de substitution? Parce que cette nouvelle procédure de substitution, en réalité, sur cette année, ne sera faite que en cas de contrôle initié par les agents. Donc, pour la faire très, très simple, en réalité, vous n'allez pas avoir, ne vous inquiétez pas sur ce sujet-là, vous n'allez pas aujourd'hui finalement recevoir, vous voyez, ça y est, j'ai envoyé ma DSN, ou je vais envoyer ma DSN du mois de janvier, je vais avoir des anomalies. Ce n'est pas en mars qu'on va vous mettre une DSN de substitution. On est sur la première année en matière de DSN de substitution. Ils vont vous laisser le temps sur l'année d'appréhender cette nouvelle méthode. Mais ça n'empêche pas que pour éviter la DSN de substitution, c'est quand même très, très important de vous assurer. Et c'est pour ça que cette année, on est en réalité sur une campagne de fiabilisation où la production des DSN de substitution ne se fera que suite à un contrôle comptable d'assiette. Ça veut dire que c'est finalement en cas de contrôle qu'on vous mettra en œuvre les DSN de substitution. Sur cette année, il n'y a aucun automatisme de mise en œuvre. Sur cette année, pour vous permettre d'appréhender ce qui vous arrive. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous poser la question d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que vous avez une année finalement pour fiabiliser vos données en DSN, pour être propre, pour éviter, quand les DSN de substitution rentreront en œuvre, de les subir. Et c'est vraiment, finalement, on vous donne 1 an pour fiabiliser vos DSN. C'est vraiment comme ça qu'il faut que vous le reteniez. Alors, tac, est-ce qu'on a du coup des petites questions sur cette partie-là? Quelle est la procédure pour contester? Alors, on nous donne pas de procédure en tant que telle. Dans le décret, on ne dit pas la procédure, c'est celle-ci. Dites-vous qu'on sur
quelque chose où il faut que vous ayez la preuve que vous avez bien contesté dans les délais. Donc, moi, je recommande, soit vous allez directement sur votre site, si vous avez un espace client qui vous donne un accusé réception, soit passer par le recommandé. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la preuve certaine que vous avez bien contesté dans les délais. Après, peut-être que certains organismes vous donneront des procédures particulières. Mais je vous invite, moi, c'est bon, vous êtes... tout le monde est là? Ok. Je revérifie juste que le chat est bon. Parfait. Est-ce que c'est bon, vous êtes revenus? Vous me réentendez là? C'est parfait? Super. Du coup, je reviens rapidement sur les sanctions, puisqu'a priori, il n'y avait plus de son au niveau des sanctions. Hop là, oui, parfait. Donc, je reviens rapidement sur les sanctions. Sur les sanctions, si vous oubliez d'envoyer une DSN, il vous en coûtera 0,5% du plafond. Si vous ne produisez pas votre DSN dans les délais, il vous en coûtera 1,5% du plafond. Mais ce n'est pas ces deux-là, en fait, qui sont les plus intéressantes pour l'avenir. Pourquoi ce n'est pas ces deux-là qui sont plus intéressantes pour l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément des pénalités qui sont appliquées, mais c'est des pénalités qui peuvent potentiellement être appliquées. Notamment, je vous rappelle, on vous laisse cette année pour vous mettre bien en conformité, etc. Donc, dites-vous bien que si on vous laisse cette année pour bien vous mettre en conformité, c'est qu'on attend qu'à terme, votre DSN soit propre. Et donc, si vous oubliez de mettre un salarié dans votre DSN, il vous en coûtera 1,5% du plafond. Si vous oubliez d'autres éléments, il vous en coûtera 0,5% du plafond. Maintenant, on ne parle pas d'oubli, on parle d'inexactitude.
si jamais vous avez mis des choses, mais qui ne sont pas forcément des choses bonnes. Si c'est des rémunérations, alors il vous en coûtera 1% du plafond si cette rémunération déclarée, en fait, a pour effet de minorer le montant des cotisations. Et notamment, un exemple tout simple, c'est vous avez des nouveaux éléments de paye qui sont bien passés en paye, mais comme c'est des nouveaux éléments, eh ben, au niveau du codage, ça n'est pas allé jusqu'en DSN. C'est une inexactitude. Donc, c'est une inexactitude qui a pour effet de minorer le montant des cotisations. Il peut vous en coûter 1% du plafond. À quel organisme sont versées les sanctions, Sophie? Je réponds tout de suite. Là, en l'occurrence, on est sur des sanctions liées à l'URSSAF, donc on va être sur des sanctions URSSAF. Et les autres cas, il vous en coûtera 0,33% du plafond. Mais, je reviens quand même un petit peu sur ce que je vous disais. Aujourd'hui, on est sur des pénalités URSSAF, mais avec cette fameuse DSN de substitution, on pourrait tout à fait se dire, moi, au niveau de l'Agirc Arrco, j'ai aussi des problèmes. Donc, comme moi, au niveau de l'Agirc Arrco, j'ai aussi des problèmes, l'Agirc Arrco pourrait, elle aussi, appeler des sanctions. Mais celle-ci, c'est vraiment des sanctions au niveau de l'URSSAF. Et donc, si j'ai d'autres inexactitudes, on est à 0,33% du plafond de Sécu. Aujourd'hui, clairement, on n'est pas sur ce genre les URSSAF, et j'insiste, les contrôleurs ne mettent pas ces sanctions-là. Mais vous voyez, Gilles, quand vous dites, avez-vous des infos sur les pénalités que l'URSSAF peut appliquer pour des erreurs de DSN, code d'INSEE, etc. C'est clairement ça. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Et vraiment, moi, je vous donne mon sentiment. Je vous donne mon sentiment. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils ne le font pas, mais cette année, finalement, ça y est, ils ont, entre guillemets, le pouvoir de la DSN de substitution. Ils vous disent 1 an en campagne de fiabilisation. Donc, pendant 1 an, ils vont faire un travail pédagogique de fiabilisation de la donnée. Donc, ne vous y trompez pas. Cette année-là, elle sert à quoi? Elle sert à fiabiliser la donnée. Et demain, ces sanctions-là, ils pourront les appliquer. Alors, par contre, Isabelle, c'est comme les DPAE faits en retard, c'est pas une menace. Moi, j'ai un client qui s'est pris 12 000 € de redressement parce qu'il avait ses DPAE quand le salarié, en fait, arrivait à 8 heures. Il voulait être sûr que le salarié arrive pour faire sa DPAE. Il faisait sa DPAE à 8h05. Il faisait ça systématiquement. Il s'est pris 12 000 € sur l'amende administrative pour DPAE tardive. Donc, vous avez des contrôleurs qui l'appliquent. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Aujourd'hui, par contre, je n'ai aucun retour sur ce type de sanctions. Mais je suis convaincue qu'à partir de l'année prochaine, c'est des sanctions qui seront appliquées parce qu'on vous a laissé le temps de mettre vos DSN au propre cette année. Et donc, un petit quiz pour s'amuser. Si je mets de déclarer un salarié en DSN, qu'est-ce que je risque? Une pénalité de 1,5% du plafond, une pénalité de 0,5% du plafond ou une pénalité de 1% du plafond? Alors. « 88% me dit 1,5% du plafond. Bravo. C'est une bonne réponse. Les frais professionnels sont traités en comptabilité, ils ne passent pas en paye et ne sont pas retraités en DSN. Qu'est-ce que je risque en théorie? Une pénalité de 1,5% du plafond, une pénalité de 0,5% du plafond ou une pénalité de 1% du plafond? J'ai bien dit en théorie. Eh bien oui, vous avez raison, une pénalité de 0,5% du plafond, en théorie, ça fait partie des mentions qui doivent être dans la DSN. Et ça, c'est le genre de pénalité qui sera très facile à appliquer pour un contrôleur demain. Aujourd'hui, ils ne le font pas.
Mais demain, ce sera très facile d'appliquer parce que les frais doivent rentrer dans la DSN. Alors, ah bah c'est bien, j'ai déjà répondu aux questions. Donc, si je devais effectivement conclure sur nos échanges, le plus important, c'est vraiment souciez-vous, pas forcément que de la forme de votre DSN, mais du fond de votre DSN. C'est vraiment le plus important. Vous assurez que vos blocs se correspondent, que vos blocs sont cohérents. Parce que c'est pas parce que, et je veux vraiment que vous reteniez ces éléments-là, c'est pas parce que votre DSN, votre paye n'a pas d'anomalie, que votre DSN passe, que tout est bon et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Parce que ma paye juste peut entraîner ma DSN fausse et ce n'est pas parce que ma DSN passe qu'elle est juste. Et donc, si jamais vous voulez approfondir, hein, bien entendu, chez Gérézo, on propose des formations en matière de DSN sur les fondamentaux et sur comment utiliser et contrôler sa DSN, hein, l'utiliser comme outil de contrôle et contrôler sa DSN. Et on vous propose aussi des accompagnements flash en matière de conseil sur la sécurisation de votre DSN, savoir finalement où regarder et comment regarder pour être sûr que votre DSN, eh ben, à la fin de l'année, elles ne se prennent pas des DSN de fiabilisation et de substitution. Je vous remercie de votre participation. Je reste encore là si certains d'entre vous ont 2-3 questions. Merci à vous en tout cas.